Merci d'avoir accepté l'invitation. Hier, nous avons eu un discours et l'allocution du président de la République. Et dans ce cadre, le président a formulé un certain nombre d'annonces sur l'ensemble des sujets qui nous font face. Bien sûr, les enjeux sanitaires, mais aussi quelques mots sur l'importance de l'apport technologique et numérique, et plus particulièrement sur le sujet qui nous occupe, probablement un débat parlementaire. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas ici de refaire un débat politique, et c'est absolument pas l'enjeu. L'enjeu est simplement, si je puis dire, de proposer un éclairage, de donner des éléments d'expertise qui vous permettraient, un élément d'expertise qui vous permettra de comprendre et de décrypter les sujets et les enjeux de l'apport du numérique pour la sortie de crise. Pour cette première discussion, je remercie nos intervenants qui se sont mobilisés en un temps assez record. Bien sûr, Anne Beignet, qui est notre experte en protection sociale et qui nous dressera un premier panorama des enjeux du déconfinement et de la sortie de crise, d'un point de vue sanitaire, bien évidemment. Guillaume No est dans un grand service public au service des usagers. Raina, qui est une hackeuse éthique et qui pourra nous donner un éclairage un peu plus direct des enjeux de l'application. Et finalement, pour conclure ces premières interventions, Éric Botorel, député des Côtes-d'Armor, coprésident du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique, mais également coprésident du groupe d'études sur l'économie de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Des gens donc qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont des praticiens du sujet. Et encore une fois, il s'agit surtout de vous donner des clés pour comprendre et peut-être même répondre à certaines de vos interrogations immédiatement, ce qui me permet d'enchaîner sur la question des règles du jeu. Voici comment je vous propose de procéder. Chaque intervenant va prendre la parole pour 5 à 7 minutes pour poser un point et une idée. Et à l'issue des interventions des uns et des autres, on passera tout de suite à une discussion entre les intervenants. Et de mon côté, il y a un onglet questions. N'hésitez pas à proposer vos questions. J'aurai le rôle du modérateur. Et forcément, je ne pourrai pas donner satisfaction à chacun. J'essaierai de regrouper les questions qui abordent un certain nombre de thématiques. Pour certaines autres, je les mettrai volontairement de côté parce qu'on envisage de créer une récurrence de cette première cyberconf. Et enfin, s'il restait des interrogations vraiment majeures et auxquelles nous n'avions pas pu répondre, cette conférence sera proposée et diffusée en replay sur les réseaux. Et donc, les fils en dessous seront l'occasion peut-être de reproposer la question et on essaiera de répondre, en tout cas à titre personnel, j'essaierai de répondre à toutes, sauf si j'ai 550 questions sous mon poste, parce que je crains de ne pas y arriver. Sur l'ordre d'intervention, je propose tout de suite de céder la parole à Anne Beignet, qui va donc nous proposer un tour d'horizon des enjeux de la sortie de crise. Anne, je vous en prie. Bonjour à tous et désolée pour ce petit ennui technique. Moi, à l'heure actuelle, je suis en Jordanie. Il n'était pas prévu que je reste aussi longtemps bloquée, donc j'ai pas de matériel de très haute qualité. Voilà, ce qui fait qu'on a ces petites difficultés, mais j'espère que ça va aller. Alors, pour faire un petit peu un point rapide quand même, bon, rappeler bien entendu les chiffres, bon, certes que vous entendez tous les soirs, voire en continu sur les chaînes d'infos. Donc on frôle les 100 000 cas confirmés, avec à peu près 15 000 décès, mais quand même presque 28 000 personnes donc, qui sont rentrées à leur domicile, potentiellement donc guéries. Alors la clé, en fait, la clé de la fin du confinement, en réalité, c'est quoi? C'est connaître la proportion de la population donc, qui a été en contact avec le virus. Et c'est ça qui est le plus compliqué à faire et à savoir. À partir du moment où vous êtes contaminé, vous êtes normalement susceptible d'avoir développé donc, des anticorps. Et pour savoir si vous êtes immunisé, il n'y a qu'un seul test, c'est le test sérologique. Donc on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Et ces fameux tests sérologiques, donc actuellement, vous avez environ 2 cm
élaboration dans le monde. Et nous, heureusement, de notre côté, on a l'Institut Pasteur qui vérifie quand même la fiabilité de l'ensemble de ces tests pour pouvoir donc proposer les plus fiables à la population française. Mais on va être très honnête tout de suite, pas à toute la population. On ne pourra pas tester 67 millions de concitoyens, c'est complètement illusoire. Voilà, on est dans l'utopie totale. Donc, la personne donc, qui est infectée va avoir donc, normalement les anticorps qui vont apparaître entre 2 à 3 semaines. Pour certains cas, ça peut aller plus loin. On peut pousser jusqu'à quasiment 1 mois. Pourquoi donc je vous raconte ça? Parce que vous allez le comprendre donc juste après. Il y a aussi le sujet des personnes asymptomatiques. On en parle beaucoup et c'est certainement ça aussi qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup de propagation du virus. Par exemple, un test sérologique qui est fait trop tôt sur une personne asymptomatique va avoir un résultat négatif, alors que la personne est bien porteuse du virus. Donc voilà, on a tous ces petits problèmes qui font que le virus se propage et se diffuse au sein de la population française. La grosse question aussi qui se pose, c'est si je suis contaminée ou si j'ai été contaminée, est-ce que je suis immunisée contre le virus? Alors, a priori, là pour le moment, on n'a pas de certitude. Les chercheurs tableraient sur une contamination, en tout cas, une immunité qui serait entre 3 et 6 mois. Donc, vous imaginez ce qui fait qu'on a largement le temps d'avoir une deuxième vague de virus qui aurait tendance à arriver et dont vous pourriez certainement être recontaminé, mais on n'a pas de certitude, je le répète. Un test qui a été fait, qui était très intéressant, c'est sur un panel de personnes qui a été contaminées. On a remarqué que 30% d'entre elles, ce qui est quand même beaucoup, n'ont pas développé ces fameuses anticorps neutralisants, qui neutralisent le virus. Les anticorps, ils arrivent au fur et à mesure. Hein. À partir de 5 jours, ils sont visibles au test sérologique et ils augmentent. À partir de 15 jours, 3 semaines, vous êtes à 70% sûr et à 4 semaines, vous êtes à plus de 98% d'anticorps que l'on peut percevoir par test sérologique. On a aussi des cas très particuliers. En Chine, en France comme en Italie, vous avez des personnes qui ont été guéries, mais la maladie a redémarré. Donc, les symptômes sont revenus après plusieurs semaines. Donc, est-ce qu'ils ont été recontaminés? On ne sait pas. Ou est-ce que finalement, ils n'étaient pas guéris, on n'a pas pu le percevoir? On n'a pas de réponse. Donc, franchement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on s'interroge et on n'a pas de réponse. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une idée de la fin du confinement vraiment très précise. Un déconfinement donc idéal, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce serait bien évidemment de pouvoir tester tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est faire des échantillons représentatifs de population. Donc là, avec les données sérologiques, on va pouvoir avoir une idée du taux de prévalence du Covid-19 parmi la population. Pour avoir une immunité, donc en fait, ce taux de prévalence, on peut l'associer au même terme que l'immunité collective ou l'immunité de groupe. C'est la même chose. Pour empêcher la circulation du virus, il faut qu'on arrive à un taux de prévalence de 60%. Or, aujourd'hui, les chercheurs tablent sur un taux de prévalence en France qui se situerait entre 10 et 15%. Donc, vous imaginez que si tout le monde se remettait à sortir, on repartirait sur une nouvelle vague d'épidémie, voire peut-être plus importante que celle que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà pourquoi il est impossible de faire un déconfinement total, voilà, de la population d'un seul coup, ça c'est impossible. Qu'il faut bien entendu conserver et vraiment les gestes barrières qui sont très importants, respecter le confinement bien évidemment. C'est vrai que c'est difficile, vous restez chez vous, voilà, psychologiquement il y a des gens qui ont du mal à le supporter, si vous êtes seul, si vous êtes dans un endroit exigu avec plusieurs personnes, et voilà, tout le monde n'est pas égaux au niveau de la situation, ça c'est certain, il faut vraiment en avoir conscience. Donc vraiment respecter néanmoins le confinement, les gestes barrières, on le répétera jamais assez, je vais y arriver. En complément donc, des tests sérologiques qui sont une des clés du déconfinement, il y a d'autres mesures qui vont venir donc aider
à cette sortie de crise pour accompagner. Donc il y a notamment moi, je préfère le dire le tracing plutôt que le tracking. Hein. C'est plutôt pour tracer voilà, votre quotidien et non pas pour traquer la personne en tant que telle, qui va pouvoir permettre notamment de cartographier les cas porteurs du virus et ainsi pouvoir renforcer, adapter, anticiper les moyens médicaux, sociaux et sécuritaires à un instant T. Donc c'est un outil qui est très utile, qui a été utilisé donc en Chine, qui a été utilisé à Singapour. On a vu des points très positifs. Néanmoins, vous avez dû le constater, vous l'avez lu, vous l'avez vu dans la presse, les cas reviennent malgré tout à Singapour, à Taïwan, en Chine. Donc, d'où vraiment d'autres mesures qui peuvent venir aussi se greffer, celle de l'isolement. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes porteur ou que vous avez des symptômes, on vous isole soit dans un établissement hôtelier qui sont actuellement fermés, soit dans un immeuble qui serait dédié spécifiquement à cet effet. Je peux en attester donc sur l'utilité et vraiment l'intérêt de cette mesure, puisque ici en Jordanie, ça a été le cas. Des derniers donc personnes qui sont arrivées par avion avant que l'aéroport ne ferme, les 5000 personnes qui sont arrivées ont été confinées obligatoirement pendant 15 jours. Et c'est vrai que voilà, donc les 5000 personnes, c'est pas rien. Donc ils ont été confinés sur Amman et vers la mer Morte, dans tous les hôtels. Et c'est vrai qu'au bout de 15 jours, donc tout le monde a été testé et personne, en tout cas, personne n'était porteur du virus, donc tout le monde a pu rentrer chez soi. C'est pas aussi des conditions idéales. Mes voisins étaient en confinement, 15 jours dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel de 15 mètres carrés à deux, avec des fenêtres qui ne pouvaient pas s'ouvrir et vous n'avez pas le droit de sortir de votre chambre. J'avoue que c'est pas le rêve non plus. Mais c'est aussi une mesure qui peut être très utile. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas... Il n'y a pas une clé, il y en a plusieurs. Il y a les tests sérologiques, il y a la mesure de l'isolement, du confinement pour les personnes porteuses. Il y a cette fameuse application de tracing. Donc vraiment, c'est une stratégie globale qu'il faut avoir pour essayer d'éradiquer ce virus, ou du moins en attendant de limiter le nombre de cas, jusqu'à ce qu'on ait ce fameux vaccin. Malheureusement, on va être très honnête, qui n'arrivera sans doute pas avant 9 à 12 mois au mieux. Donc, vraiment, c'est toujours, on ne le répétera jamais assez, c'est toutes ces mesures, plus les gestes barrières. Vous avez actuellement, j'ai mis en ligne, nous, une auto-formation qu'on nous a proposée chez les personnes d'Expertise France de l'Union européenne et du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est une formation faite par l'Institut Bioforce qui aide donc tout ce qui est humanitaire sur le Covid-19. C'est vraiment très bien fait, c'est très ludique, c'est très pédagogique. Il y a même des petits tests, des petits quiz que vous pouvez faire vraiment. Donc faites-le, parce que moi-même j'ai fait le test et il y a plusieurs réponses où je me suis complètement plantée, je l'avoue, alors que j'étais persuadée d'avoir la bonne réponse. Donc on se rend compte qu'on a beau entendre tous les jours parler du Covid-19, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Voilà le point que je voulais faire, vraiment comprendre la difficulté d'un déconfinement et pourquoi ça va prendre autant de temps. Et après, je vais laisser la parole, bien évidemment, à mes collègues qui sont experts, eux, sur la partie traçage et autres, et qui seront plus à même de vous apporter les réponses que vous souhaitez. Et sinon, je suis là pour répondre à vos questions tout à l'heure, si vous m'entendez toujours aussi bien. Merci Anne, merci de cet exposé complet. Je retiens que parmi les solutions, vous mettez en avant un trousseau de clés finalement, et que chacune va nous permettre de déverrouiller un des secteurs qui nous permettra ensuite de reprendre une vie, si ce n'est normale, en tous les cas extérieure. Sur les enjeux de la technologie, finalement, je propose peut-être que Guillaume No puisse nous donner un éclairage sur ces enjeux-là, notamment technologiques, en termes de données. Guillaume, je vous cède la parole pour cette première intervention. Écoutez, merci beaucoup. Comme Anne l'a décrit justement, dans notre caisse à outils, on a la technologie qui peut servir. Je pense que du coup, c'est important de ne pas avoir d'opposition de principe et de considérer toutes les portes de sortie ou toutes les aides que l'on pourrait trouver. Maintenant, en tant qu'ingénieur justement en cybersécurité, je me
pose pas mal de questions parce qu'en fait, plus on va mettre d'outils, plus on va créer d'aubaines, plus finalement on va générer de risques, que ce soit pour les particuliers, enfin les gens qui vont utiliser les applications ou les solutions technologiques. Donc aujourd'hui sur les applications justement de contact tracing, on va avoir justement une arborescence de risques qui va se décliner sous deux types. D'un premier côté, on va avoir des risques qui vont être liés, qui sont plutôt organisationnels, qui vont être liés à la manière dont le service est conçu, diffusé et opéré auprès des utilisateurs finaux, dans le sens où on va pouvoir falsifier, faire des fausses applications et les diffuser sur un Play Store. On va pouvoir avoir des infrastructures qui sous-tendent justement cette application qui vont pouvoir être vulnérables. Et de la même manière, en fait, la création de l'application va pouvoir être vulnérable à certains, on va dire, biais humains ou certaines malfonctions qui vont pouvoir être détournées de leur fonction de protection. Après, sur un aspect beaucoup plus technique et technologique, aujourd'hui, on parle justement de contact tracing parce que ce qui est important, c'est de savoir avec qui vous avez été en contact. Et c'est pas finalement du tracking où on cherche à vous suivre et à vous pister. C'est pour ça que le Bluetooth prend notamment un intérêt particulier dans le sens où en fait, il ne va pas suivre vos déplacements à la lettre. Et donc, du coup, on ne pourra pas ensuite potentiellement avoir accès à des informations qui nous intéressent pas. Ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est d'avoir la liste des personnes avec qui vous étiez en contact. En revanche, en fait, le Bluetooth, il a plusieurs modes et en fait, vous êtes probablement au courant que lorsque vous allez dans votre salle de bain, par exemple, pour être en contact avec votre balance connectée, vous ne constatez pas en fait de mécanisme de protection qui valide le fait que vous devez discuter avec votre balance. L'appairage se fait de manière automatique. Maintenant, imaginez en fait que vous vous baladez dans la rue avec votre téléphone qui est ouvert et que finalement n'importe qui peut discuter avec votre téléphone, que ce soit pour exécuter des choses ou avoir accès à des informations. Et finalement, vous vous rendez compte que un virus informatique ou un problème de sécurité informatique peut se diffuser au moins aussi vite qu'un problème de santé publique. Et ce parallèle-là, il est important à avoir en tête. On a un scénario dans lequel tout à chacun, on a cette application sur notre téléphone, on se balade dans la rue, un virus diffuse, vous arrivez au bureau, vous posez votre téléphone, il a le Bluetooth d'activé, il contamine votre ordinateur et on a un problème de sécurité informatique. Maintenant, comment dire, on entendait Henri Verdier être mentionné, Henri Verdier dit assez rapidement que le diable est dans les détails. Une application, ça se sécurise, il y a des contre-mesures, les menaces, elles sont connues, et en soi, il n'y a rien d'impossible pour peu qu'on soit suffisamment minutieux et exigeant dans l'implémentation des solutions. Après, donc, on a une couche donnée, à savoir que l'application, elle communique, ça c'est le Bluetooth. Après, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la logique qu'on met dans cette application? Comment on protège les données au sein même? Et ici, on va retrouver des mécanismes de chiffrement qui sont là aussi standards et dont finalement l'effectivité ou l'effet ou la manière dont on peut se reposer dessus dépend beaucoup de leur implémentation. Et là-dessus, il faudra que ce soit challengé, audité. Donc, probablement des rôles pour YesWiak là-dedans. Et enfin, on va avoir le modèle opération, dans le sens, en fait, une telle application, ça va nous permettre de collecter énormément de données, ça va nous permettre d'établir avec qui vous avez été en contact. Finalement, l'autre chose à laquelle il faut être attention, c'est comment on va réagir à la collecte de ces données et à notre interprétation. Dans le sens, en fait, de la même manière que l'on peut usurper une identité, une adresse IP ou une position GPS. On peut potentiellement en fait se faire passer par quelqu'un d'autre, falsifier des contacts. Et donc ensuite, si par exemple une des réactions c'est de mettre tout le monde en isolement, il y a un scénario de menace dans lequel je prends mon téléphone, je le fais passer par exemple toute votre ville, ou en l'occurrence prenons tout Paris, et finalement j'envoie tout Paris en confinement juste parce que on a un défaut de conception, il y a un défaut d'interprétation de ces données-là. Donc en résumé, pas de modèle bloquant, il faut juste faire attention aux menaces qui entourent justement l'utilisation de la technologie, à cet effet d'aubaine, à cet effet potentiellement de masse qui va être, sur lequel on se repose potentiellement pour éviter d'avoir des conséquences finalement plus graves que le mal contre lequel on essaye de se protéger. Vraiment, le diable est dans les détails. Il faudra vraiment faire attention à comment on conçoit les solutions, comment on les met à disposition et comment les choses sont opérées. Merci Guillaume pour cette intervention efficace et ça fait désormais 2 fois qu'Henri Verdier est cité, donc je vais l'inviter à la prochaine édition puisque le résultat il semble quand même cardinal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas précisément Henri Verdier a été directeur de ce que l'on appelle la DINSIC, qui est la direction interministérielle du numérique globalement. Et désormais, il est notre ambassadeur pour le numérique et s'occupe de toutes les négociations au niveau international et bien sûr national quand on a besoin de lui sur les enjeux de numérique, de souveraineté numérique et de cyber. Voilà pour le petit point
information. Et désormais, je vais passer la parole à notre hackeuse éthique Raina, qui va compléter l'introduction et l'intervention de Guillaume. Merci beaucoup déjà pour l'invitation Seb et pour la mise en place de cet échange. Effectivement, je vais rebondir sur notamment sur ce que disait Guillaume à l'instant. Bon, déjà, je pense que chez YesWeHack, on sera ravis d'éditer une application ou ce que le gouvernement mettra en place. Ça, c'était pour la minute pub. Ensuite, pour un peu replacer les échanges, je pense que quelles que soient les postures des uns et des autres, quelles que soient les compétences, les connaissances, etc. des uns et des autres, on est d'accord avec le fait que c'est une question complexe à laquelle il n'y a pas de réponse simple. En tout cas, on ne peut pas y aller de manière peu subtile et dire c'est de la daube, ça ne marchera pas, ou allons-y les pieds dedans. Bon, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai de très grandes réserves quant à l'efficacité d'une telle appli. Mais ça, c'est mon avis perso. On peut en rediscuter plus tard dans l'échange. En fait, je me suis attachée pour l'instant, en tout cas pour ces propos d'introduction, à me rendre compte en fait de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas quant en fait aux aspects technologique, mais aussi gouvernance en fait de cet outil technologique et de la manière dont il va s'inscrire justement dans cette caisse à outils ou trousseau de clés dont on a parlé tout à l'heure. Donc en gros, dans une précédente vie, j'ai fait de la virologie, donc j'ai 2-3 idées en fait de ce qu'est l'outil suivi des contacts d'un point de vue épidémiologique, parce qu'en fait, quand on parle de contact tracing, corrigez-moi hein, si je m'adapte, là je parle, si je m'avance, là je parle sous votre contrôle, mais ce qu'on appelle en fait suivi de contact, c'est vraiment une approche épidémiologique de base qui cherche en fait à savoir qui a parlé à qui, et est-ce que en fait l'un de ces deux interlocuteurs a un statut infectieux positif, ou ou est contagieux, ou un truc comme ça. Et donc, en fait, évidemment, dans un contexte de crise sanitaire actuelle, on se dit qu'on pourrait, en fait, maximiser ce genre, ou donner, en tout cas, un gros push à cette approche classique en mobilisant le numérique, et notamment les données mobiles. Alors, il se trouve que c'est pas la première fois qu'on essaye de faire ça. Et en fait, si l'approche classique fonctionne bien, malgré ses lenteurs, pour l'instant, en fait, j'ai fait un peu de biblio et je me suis rendu compte que je n'ai pas trouvé en fait de cas vraiment réels où on est parvenu, avec des données, y compris remontées en temps réel, à vraiment organiser, créer un outil qui permet de vraiment bien suivre les mobilités immédiates, locales et hyper-locales, ou voire plus globales, des personnes. Et en fait, c'est là où je suis arrivée à me dire, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, déjà, rien que la population seuil qui doit être un relais dans une telle démarche. J'ai vu des pourcentages, mais en fait, ils ne sont pas nécessairement concordants. Le seul pourcentage à peu près certain que j'ai vu, c'est 60% de la population française devrait être en relais pour que nous ayons une couverture en fait suffisante, ou en tout cas pouvant donner en fait des données exploitables, etc. Ensuite, la manière dont l'application a été présentée jusqu'à présent, elle est basée sur le volontarisme, ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'on ne forcera personne, sous quelque prétexte que ce soit, de participer à une démarche que la personne n'approuve pas, ou que sais-je. Et après, on est arrivé sur le renforcement de l'enrôlement à travers un partenariat inédit entre Google et Apple, qui en fait souhaite implémenter cet enrôlement au niveau de la couche système.
Donc, une fois qu'on a la couche système, en fait, vous serez informé de votre enrôlement via des mises à jour, que vous ayez téléchargé ou non l'applicatif qui va avec, qui est lui, oui, juste enrôlement, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec notre jargon. Participation. Oui, l'enrôlement. Ouais, participation. J'ai quitté le chat parce que sinon je suis distraite. Donc voilà, fais pareil la prochaine fois. Donc désolée, du coup, participation. Donc, on a une situation dans laquelle, et ce n'est pas très très clair dans les réponses que Google et Apple ont apportées, en fait, on enverra, enfin eux enverront des mises à jour du système à toutes les personnes qui ont leur technologie, pratiquement toutes les personnes, mais on ne connaît pas les priorités en fait de mise à disponibilité de ces mises à jour-là. Typiquement, si j'ai un Android 6, je ne sais pas en fait si je serai prioritaire par rapport aux gens qui ont un Android beaucoup plus récent, hein, tel Android 10 ou autre. Donc, on ne sait pas. Et après, on a aussi toute une partie vraiment technologique, vraiment limite technologique en fait, qui est la limitation Bluetooth. Parce qu'on a évoqué en fait une remontée d'informations de position qui ne sont pas des informations de géolocalisation, mais une information justement de contact via le Bluetooth. Sauf que en fait, le Bluetooth, le problème, c'est qu'il dépend à peu près de tout et n'importe quoi dont on peut penser. Ça dépend de la force du capteur sur votre téléphone, donc du modèle de votre téléphone. Est-ce qu'il est dans une poche, dans un sac ou pas? Est-ce qu'il est dirigé vers le téléphone de quelqu'un, enfin, de l'âge du capitaine? Enfin, ça dépend de à peu près tout ce à quoi vous pensez. Ça modifie en fait la sensibilité du Bluetooth, y compris aussi sa sensibilité. Il ne sait pas me dire en fait si je suis à 1 mètre d'une personne, donc je respecte les mesures barrières, ou si en fait je suis à 30 cm de la personne. Et après, on a en fait pas mal d'autres sujets liés notamment aux aspects vie privée. La réaction immédiate de beaucoup de gens a été de dire « Oh là là, il faut que ça respecte ma vie privée », ce qui est tout à fait normal. Ou « Oh là là, il faut que ça respecte le RGPD », ce qui est tout à fait normal aussi parce que c'est une loi, donc on ne peut pas dire « Moi, je n'ai pas envie aujourd'hui de respecter la loi ». Enfin, on peut, mais après, ça vient avec d'autres problèmes. Mais après, on a un autre souci, c'est que même si on arrive à une techno, et ça semble plutôt possible, technologiquement, si on arrive en fait à une vraie anonymisation de données, c'est-à-dire qu'il est impossible de réidentifier des individus, en fait, une anonymisation de données, ça s'accompagne toujours d'une perte d'information de ces données-là. Et donc là, en fait, on a d'autres soucis qui sont les risques de biais, donc de fausse identification, donc de vérification des données, avec l'impact psychologique et psychosocial, en fait, sur les gens qui seraient identifiés comme potentiellement contaminés ou infectieux, et en fait, qui seraient finalement quaranténisés de force, entre guillemets, enfin obligés, en fait, de s'isoler. Pour ne pas continuer à propager la contamination, le virus. Donc, on a toutes ces problématiques-là, en fait, qui s'ajoutent l'une à l'autre et qui créent, au-delà de notre trousseau de clés, c'est-à-dire de comment, en fait, cet outil-là va s'articuler avec d'autres outils, on a, en fait, des problématiques et des limitations liées à la création de l'outil lui-même, qui, en fait, me paraissent vraiment difficilement surmontable si on veut avoir quelque chose qui fonctionne dans un mois. Parce que je rappelle, la date annoncée pour un déconfinement, en tout cas partiel, c'est le 11 mai. Donc il faut en fait, pour moi, ça indique que le 11 mai, ou le 12 mai si vous voulez, on doit en fait avoir un trousseau de clés, ou une caisse à outils fonctionnelle et opérante pour pouvoir justement accompagner cette démarche de déconfinement progressif et donc en bonnes conditions
et en respectant justement, en plus des gestes barrières, etc., en respectant justement les libertés publiques et en assurant, en fait, en garantissant la santé publique, toujours. Donc, je laisse la parole. J'ai pas regardé le temps, je laisse la parole. On est C'est là bon pour prendre le temps de dire les choses et plus c'est dense, plus Eric va pouvoir nous donner d'éclairage. Puisque, monsieur le député, vous êtes finalement en position de réponse en intervenant en quatrième et en même temps d'ouverture. Et je connais à la fois votre talent pour faire les deux. On parle de risque ouvert avec le Bluetooth, de tracing ou de tracking. Le président a évoqué un débat parlementaire dans une séquence où le Parlement est sur les sujets essentiels. Google et Apple, sur le chat, on évoque même la récalcitrance de certains Linky et leur appétence à l'appli ou à aucun des deux. Ce que je vous propose, c'est de nous donner peut-être un éclairage. Oui, nous vous voyons sur ce webinaire. Un éclairage de votre position politique et peut-être quelques premiers éléments de réponse qui permettront d'animer notre discussion. Merci Sébastien. Moi, je ne vais pas m'inscrire en faux avec ce qui a été dit juste avant sur les limitations technologiques, sur le choix de tel ou tel support, etc., etc. Mais ce que je constate, ça n'engage que, enfin, ce que je vais dire n'engage que moi. Moi, je ne fais pas engager la parole politique de la majorité derrière ça. Mais puisqu'on parle de ça, puisqu'il est question de parler de ça depuis longtemps maintenant, et qu'on entend tout et un peu parfois n'importe quoi, c'est bien que Cédric O ait précisé ce qui serait fait, ce qui ne serait pas fait. Il y a un point qu'on évoque souvent ensemble avec toi, Sébastien, c'est la question de la souveraineté. Lancer une initiative aujourd'hui qui consiste à se donner les moyens d'eux, avoir une solution technologique qui fait du traçage, pour reprendre le terme, du Bluetooth. Quelque chose qui ressemble d'ores et déjà à des applications qui fonctionnent sur le territoire français et dont certains Français utilisent les vertus. Je pense à des applications comme Appen ou Tinder, même si Apple n'est pas sur le Bluetooth, mais plutôt sur les données de géologues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas une révolution civilisationnelle au sens de l'émergence d'une application nouvelle qui viendrait bouleverser des us et coutumes. Ce qui a peut-être de révolutionnaire, c'est que c'est l'État qui le propose. J'ai bien l'habitude que quand l'État propose des choses, un certain nombre de citoyens sont moins enclins à accorder leur confiance que quand ce sont des acteurs privés. D'avoir la réaction sur la mise à disposition en ligne de l'attestation dérogatoire qui a suscité, ça et là, sa part de fantasme, parce que ça n'était que du fantasme sur la volonté qu'avait la France de fliquer les uns ou les autres. Mais le sujet de la souveraineté, il est plein et entier. Que dirait-on si demain, et par rapport aux questions qui ont été abordées par mes prédécesseurs, y compris par Anne, on faisait la démonstration que sanitairement, parce que le sujet, c'est d'abord un sujet sanitaire avant d'être un sujet technologique, mais pas dans une forme de solutionnisme, même si certains pays, notamment d'Asie, à la faveur des bouleversements, des équilibres politiques et géopolitiques mondiaux, cherchent à reconquérir des places sur la scène mondiale. Je ne peux pas l'ignorer. Donc certains cherchent à exporter leur modèle, l'ensemble de leur modèle, les institutions, la culture, et parfois même les outils numériques, et parfois même les trois ensemble. Il s'agit pour nous évidemment de réaffirmer quelles sont nos valeurs, quelle est notre culture, et en cela, l'Europe, dans la démarche qu'elle a avec la France, parce que le projet dont on parle, il est franco-suisse et allemand, reste cohérent avec ses valeurs. J'aime à rappeler que le lancement d'une application comme celle-ci ne nécessiterait pas la révision de notre cadre légal. On est à droit constant. Je ne parle même pas qu'il soit nécessaire que nous soyons dans la loi d'état d'urgence sanitaire pour lancer une application comme celle-là. Cette application, elle pourrait être lancée, enfin, je veux dire, cette application, pas avec cette finalité-là, bien évidemment, puisqu'elle est directement liée à l'épisode de Covid, mais une application de cette nature lancée par l'État trouverait sa place comme d'autres applications qui ont été lancées par la DGFiP ou par d'autres encore. Il n'y a rien d'exception s'agissant de cette application. Pour des raisons de souveraineté, ça me paraît responsable de se donner les moyens d'eux.
Parce que si on ne le fait pas, et que demain on démontre que sanitairement parlant, il y a une valeur ajoutée, quelle que soit la stratégie de déconfinement, et quand vous écoutez les épidémiologistes, ils vous disent qu'il y a 3 scénarios possibles. On déconfine brutalement et on se tape 100 000 ou 200 000 morts en France, mais on vit avec. Enfin, on vit avec les morts, façon de parler. Mais on vit avec l'idée que c'est la fatalité, c'est ainsi, c'est comme ça, et pourquoi pas. L'autre stratégie, c'est de faire du stop and go. Là, on confine, on déconfine, on reconfine, et on s'en tape 3 ou 4 d'ici la fin de l'année, hein, en fonction d'eux. Et puis l'autre stratégie, c'est de voir un déconfinement qui est un déconfinement gradué, proportionné, basé sur un certain nombre d'informations, d'échantillons qui nous permettent d'imaginer qu'on prend de moindres risques sanitairement pour l'ensemble. Et de ce point de vue, l'outil, quelles que soient ses limites, Bluetooth, pas Bluetooth, géolocalisable, pas géolocalisable, est-ce que c'est notif, est-ce que c'est un envoi par SMS, est-ce que l'outil devient une aide à ce déconfinement et à une vertu sanitaire? Et la question qui se pose derrière, c'est que si vous ne n'avez pas donné les moyens de développer cette application, ben vous irez acheter celles qui sont disponibles. Israël, Corée, États-Unis, Chine, etc. Et on fera comme on a toujours eu l'habitude de faire. C'est qu'à la limite, parce qu'on s'interdit culturellement un certain nombre de choses, parfois pour de très bonnes raisons, et là, en l'espèce, il me semble pas qu'il y ait suffisamment, par rapport aux enjeux sanitaires, d'obstacles à l'idée qu'on puisse seulement commencer à réfléchir à la chose. Donc ça me paraît tout à fait essentiel. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir cet effort européen par ailleurs, parce que lorsqu'on va rouvrir les frontières qui n'en sont plus à l'intérieur de Schengen, et quand on va redonner la possibilité aux uns et aux autres de circuler à l'intérieur de l'Europe, alors que va-t-on demander aux uns et aux autres de changer d'application en fonction du pays duquel ils viennent? Les Allemands vont avoir leur bout d'application, les Français la leur, le machin, etc. Et donc, imaginez par rapport aux transfrontaliers, ou même pas, celles et ceux qui ont pris l'habitude beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont certainement d'une génération qui n'ont jamais connu le contrôle douanier entre la France et l'Allemagne ou entre la France et l'Espagne, etc. Et il faut qu'on revienne à cette possibilité qu'ont les uns et les autres de pouvoir circuler librement au sein de l'Europe. Si on commence à avoir des approches qui sont différenciées et pas coordonnées, alors on va se retrouver avec les vieux freins de l'Europe. Et ce sera à la fois au détriment du tourisme, de la culture, de l'économie, j'en passe et des meilleurs. Donc, à droit constant, souveraineté, une approche, comment dire, qui soit européenne. Après, je ne nie pas les aspects possiblement négatifs d'une telle application. Je viens pas sur les sujets techniques, ils ont été abordés. J'en vois d'autres, celui d'accorder une trop grande confiance dans l'outil qui ferait qu'il y aurait une relâche des gestes barrières qui, eux, ont fait la démonstration de leur utilité et de leur efficacité pour juguler et contenir le développement de l'épidémie, pour pas parler de la pandémie. Donc ça me paraît tout à fait essentiel. Ensuite, un certain nombre de guidelines qui sont soit rappelés par, on va dire la CNIL, par le Chaos Computer Club, qui lui aussi, ils sont quand même pas connus pour être des super favorables d'une organisation totalement liberticide, et pourtant ils ont formulé il y a 3 jours une dizaine de recommandations qui ressemblent peu ou prou d'ailleurs aux recommandations qu'il peut y avoir de la part de la CNIL. La finalité, elle ne doit pas bouger. C'est-à-dire que si on fait cette application à seule fin de faire du traçage, c'est-à-dire de la mise de l'information individuelle, des possibles risques que l'on a les uns les autres de par sa circulation, d'avoir été en contact avec le virus, alors elle ne doit pas servir à vérifier que vous êtes dans votre confinement et que vous n'en sentez pas. Clin d'œil à ce qui se passe en Israël. Donc, pas changement de finalité. Ça me paraît tout à fait essentiel. Pas de contrepartie négative. J'ai vu dans les échanges tout à l'heure. Mais est-ce qu'on va donner des plus à ceux qui utiliseront l'application et des moins à ceux qui n'utiliseront pas? Certainement pas. Il est hors de question d'imaginer, puisqu'on est sur une base de volontariat, qu'il puisse y avoir une France à 2 vitesses. Il y aura certainement une France à 2 vitesses par rapport aux enjeux technologiques, disponibilité de l'application sur les smartphones ou pas, qui est équipé smartphone, qui ceci ou cela. Ça, c'est des sujets cohérents. Et c'est pour ça que le débat, il va être nécessaire et intéressant à l'Assemblée nationale. Et je peux pas terminer cette intervention sans parler d'autre chose. C'est que le débat, il va être intéressant sur Stop Covid, mais il va être intéressant aussi pour s'interroger de l'état de notre système, de nos architectures de système d'information au sein de la santé, que ce soit l'hôpital de ville, que ce soit la médecine de ville ou les médecins, l'hôpital, pardon, ou les médecins. Et si franchement on pouvait progresser sur le DMP, sur le Health Data Hub, sur l'espace numérique de santé,
si on pouvait faire ce gap technologique qui fasse qu'on arrête d'envoyer des CSV par SMS et par texto et qu'on soit vraiment avec des capacités d'interopérabilité, de standardisation de la data, de transfert de la donnée de santé, d'échange et de partage de la donnée de santé, franchement, on pourrait recueillir là aussi suffisamment et beaucoup d'informations dont je pense que elles seraient très utiles dans l'épisode que l'on vit. Donc le débat qui doit avoir lieu autour de Covid, de Stop Covid, dont je rappelle aussi qu'il est open sourcé et auditable, donc il offre un certain nombre de garanties en matière de transparence. À l'Assemblée nationale, il doit être un débat éthique, incontestablement, comme souvent. Il doit être un débat technologique, pourquoi pas. Mais il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Et puis, il doit être un débat beaucoup plus large sur les forces et les faiblesses de nos infrastructures informatiques, de nos systèmes de santé et de notre capacité à pouvoir échanger les uns et les autres avec de la donnée. On reviendra sur les débats de la patrimonialité de la donnée. Je suis l'INSERM, j'ai généré de la data. Est-ce que finalement, elle n'est pas utile au bien général, au bien collectif, les données d'intérêt général? Voilà. Il y a peut-être un sujet du monde d'après qui est directement lié au fait que l'on mette en œuvre ou pas ces produits en œuvre. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, pardon. Non, merci Eric. Je vais parler d'Henri Verdier. Pardon? Et je vais pas parler d'Henri Verdier. C'est fait, bravo. Non, ce que je retiens et ce que, à titre personnel, je n'avais pas vu, c'est que j'avais bien ressenti à titre personnel la défiance. Je n'avais pas vu l'excès de confiance, qui est assez intéressant de mettre cette défiance d'un côté et cette confiance de l'autre. Sur le chat, on voit cette question de Linky aussi qui revient. Donc, quelque part, on est un peu dans cet accompagnement de la transformation numérique pour le meilleur et pour le pire. Et ce que je retiens effectivement, et c'est probablement quelque chose que je n'avais pas vu, c'est cette question de souveraineté. Et je vois Guillaume qui réagit, donc je vais lui céder la parole. Mais Raina nous a parlé de Google et d'Apple. Effectivement, ma position à titre tout à fait personnel, c'était de se dire que probablement on leur avait donné l'occasion de le faire. Finalement, à nous entendre, je me dis que de toute façon, ils l'auraient fait et je retiens ce que tu dis. Comme souvent, il y aura deux types d'outils. Il y aura ceux que nous aurons et dont nous aurons probablement la maîtrise. Et puis, si on ne le fait pas, alors d'autres le feront. Et c'est un mot sur Google et Apple, de ce que j'en comprends. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont se limiter à faire dans les temps qui viennent. Leur annonce de vendredi dernier, c'est de dire quoi? Google et Apple sont deux fabricants de smartphones. On sait aujourd'hui la part d'instabilité qui existe entre les différents Bluetooth embarqués sur tel ou tel smartphone. Ils veulent travailler à une forme d'harmonisation de leur stack BLE. Très bien, fine. Moi, je suis plutôt assez favorable à ça. C'est une des limites d'ailleurs qui ont été abordées par un certain nombre de spécialistes qui sont bien plus experts que moi. Après, je n'ignore pas qu'ils pourraient imaginer délivrer une application eux-mêmes basée sur le Bluetooth, etc. Et là, on se demandera les doigts de ne pas avoir, nous, développé quelque chose le jour où finalement, on aura laissé faire parce qu'il n'y a rien qui interdirait à Apple et Google de développer d'ailleurs une application, de faire un Appen du Covid ou un Tinder du Covid. Et puis voilà, et puis nous on regarderait le train passer. Pardon, juste cette remarque sur l'état de l'art d'aujourd'hui du deal qu'il y a entre Apple et Google, dont je pense que quand certains en parlent, ils imaginent qu'ils développent une application. À ce stade, ça n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Mais, voilà. Je vais passer la parole à Guillaume en mettant dans le débat deux points. On voit que sur les questions, on se pose le point de savoir la question de la transversalité, c'est-à-dire que nous sommes tous dans nos secteurs des experts plus ou moins performants, hein, bien évidemment. Je parle pour moi dans l'équipe. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de cette transversalité? Je pense que la réponse est oui, mais tout de suite la question d'après c'est comment. Il y a aussi un point sur le flicage des déplacements, et ça, ce sera probablement plus pour toi, Eric. Une petite question aussi sur la corrélation entre l'usage de l'appli qui doit être le plus large possible et la contamination pour l'immunité collective. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre pour avoir cette immunité collective, il faut atteindre un seuil de 60%, et pour éviter d'être tous malades, allons à 60% sur l'appli. Guillaume.
Oui, enfin, en effet, enfin, la transversabilité des avis et des compétences, elle fait absolument pas débat parce qu'on va apporter tous, en fonction de nos métiers, un éclairage qui est précis. Aujourd'hui, je pense qu'on peut regarder que d'un bon œil les décisions qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur, notamment sur l'attestation numérique. Ils ont open sourcé le code, ils acceptent les contributions externes et ils répondent aux propositions et aux sollicitations. Donc, on a à la fois une transparence et une volonté de partager avec l'écosystème. Maintenant, après, quand on regarde les différents assets que l'on a en France, particulièrement sur les aspects technologiques et de sécurité, on est quand même des leaders mondiaux en cybersécurité. On a une ANSSI qui est extrêmement compétente. On a des centres d'évaluation qui sont extrêmement compétents. On a des très bons experts en sécurité, notamment sur le mobile et les protocoles dans notre pays. Donc j'imagine que ces gens-là vont avoir un rôle à jouer. J'en profite un petit peu pour justement rebondir aussi sur ce qui a été dit sur le rôle des constructeurs de téléphones mobiles, sur leur volonté d'investir ces choses-là, sur le choix d'avoir du Bluetooth en particulier. C'est quelque chose qui a à prendre avec extrêmement de bienveillance, parce qu'en fait, le choix d'avoir choisi le Bluetooth fait qu'en fait, on est en train d'avoir un design de solutions techniques qui fait qu'en fait, on va placer le téléphone et le périphérique au centre, et donc et on ne va pas avoir d'infrastructure centralisée. Très rapidement, les constructeurs de téléphones se sont rendus compte qu'il y avait une absence de standardisation dans les protocoles de communication entre les terminaux et que c'était de leur responsabilité, en fait, finalement, d'assurer une interopérabilité pour que ensuite des États qui souhaitent souverainement développer leur application aient les clés afin de développer ces applications-là. Et comme l'a rappelé Monsieur le député, aujourd'hui, leur action se limite à ce champ-là. Donc après, on pourra toujours se demander s'il n'y a pas d'autres choses derrière, mais restons quand même dans une approche de confiance. Guillaume, un point peut-être sur la question de la réversibilité. C'est-à-dire qu'on ouvre quelque chose, est-ce qu'on pourra revenir en arrière ou pas? Ah, je ne peux pas, je ne peux pas y répondre. Je pense que enfin, c'est à nos autorités, à notre classe politique de décider ensuite, à nos responsables sanitaires aujourd'hui à la manœuvre, savoir si l'outil fait ses preuves. Est-ce qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on juge qu'il est bon de le supprimer? Quand est-ce qu'on juge que la chose n'est plus indispensable? Et voilà, enfin, c'est des décisions qui sont, enfin, aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue technique et technologique, on ne peut que donner les clés pour que la chose soit possible et que se fasse dans de bonnes conditions. Maintenant, après, le reste, sur tous ces choix de gouvernance et de haut niveau, ce n'est pas forcément à nous, les ingénieurs, de venir mettre notre grain de sable dans les rouages. Ouais, c'est certain que la question de l'évaluation en fait de la performance sera probablement une question tout à fait politique. Reina, peut-être souhaitais-tu rebondir sur l'un des éléments qui a été abordé? Il y a différents sujets. Il y a différents sujets qui se bousculent en fait là-dedans. Pour moi, là où je suis pas d'accord avec Guillaume, c'est de dire que n'ont pas à se mêler de la gouvernance. Je regrette, parce que en fait, si on laisse la gouvernance que des gens qui ne comprennent pas les aspects techniques dont on est en train de parler, qui sont pour le coup vraiment déterminants des décisions qui seront prises d'implémentation, en fait, on va au-devant d'autres difficultés. En fait, la montagne, elle va accoucher d'une souris, quoi. Je vais moins m'étendre sur la partie vie privée, dans le sens où il y a eu énormément de recommandations, etc., qui ont déjà été publiées, que ce soit le CCC, que ce soit l'ACLU, que ce soit Algorithm Watch, etc. Et justement, en parlant d'algorithmes, je suis en train de voir un glissement s'opérer vers quelque chose qui est censé, encore une fois, faire partie intégrante d'un ensemble d'outils. Donc, quelque chose qui a un rôle d'observation, de remontée de données, avec ses limites à lui, vers un outil en fait de prise de décision, voire l'outil de prise de décision. Avec ce que je voyais sur les échanges sur le chat et dans les questions, des gens en fait qui suggèrent soit des incentives, soit
des récompenses financières, réduction d'impôts ou que sais-je, soit au contraire des sanctions, on va dire, pécuniaires ou autres, ce qui, en fait, là, on rentre dans un qui est déjà, je ne suis pas juge, donc je dirais pas illégal, mais dans le RGPD, il est clairement interdit, en fait, de forcer, le fait de forcer les gens à donner leurs données à caractère personnel pour recevoir un service en échange. Donc, on peut bien sûr tomber dans un débat d'experts sur oui, mais c'est de l'intérêt public, oui, mais c'est urgence sanitaire, machin, tout ça. Je ne suis pas convaincue, en fait, qu'il faille vraiment aller là-dedans. Pourquoi? Parce que l'idée n'est pas, en fait, de tordre le bras à nos valeurs, aux principes démocratiques, etc., pour, en fait, engoncer une espèce d'outil qui, en fait, pour l'instant, on n'a même pas vu la couleur. Hein, parce que si vous allez sur le GitHub de Betagouv, enfin d'Etalab, vous allez voir, il y a un readme, une description d'une phrase. Enfin, je veux dire, le projet ne fait que commencer. Donc, on n'en a pas encore vu la couleur dans son implémentation française. Oui, bien sûr, il y a des applis qui ont déjà été open sourcées, telles que celle de Singapour, etc. Mais comme le disait Eric, enfin, monsieur le député, des gens ont fait leur solution, on fera la nôtre. D'autant plus que c'est également ce qui est recommandé, entre guillemets, ou en tout cas ce qui est prévu de côté Apple et Google, c'est que, par exemple, les alertes, même si vous avez faite au niveau OS, les alertes de qui vous avez été en contact avec, enfin de plutôt est-ce que vous avez été en contact avec une personne infectée ou contaminante, etc. Ça, ce sera géré en fait pas niveau OS, mais ces alertes-là seront faites par les agences de santé. Ce qui en fait nous pose tout un tas de questions, c'est-à-dire que déjà l'appli, elle est censée détecter ou en tout cas évaluer le risque de contamination parce que j'ai été a priori en contact avec des personnes qui sont diagnostiquées positives au Covid, enfin au SARS-CoV-2, pour être précis là-dessus. Mais ça veut dire en fait le diagnostic, ça s'appelle un test diagnostique. Donc en fait, on a une étape préalable qui est qu'en est-il des tests diagnostiques? Et je ne parle même pas des tests sérologiques dont a parlé Anne tout à l'heure, qui les tests sérologiques servent en fait à établir un niveau d'immunité. Donc en fait, on a déjà un prérequis sur lequel on n'est pas au clair, qui est une question de politique publique d'ordre sanitaire qui n'a rien à voir avec une appli ou sans appli, ou enfin voilà. Du coup, on a déjà ça. Ok, si connaissant. Voilà, deuxième point. Du coup, j'enchaîne justement sur le deuxième point, qui est connaissant l'imprécision, voire l'impraticabilité, j'y suis arrivée, d'un service qui mobilise du Bluetooth, un service de premier plan. En fait, si vous avez une appli comme ça veut dire en fait concrètement que sur votre téléphone, vous n'avez que cette appli-là. Donc, si vous la quittez, en fait, il n'y a plus de suivi qui est fait. Pour le dire de façon très réductionniste, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre smartphone, potentiellement, devient inutilisable pour autre chose que pour transmettre votre position. Enfin, une position associée à un identifiant. Je raccourcis. Mais si on se dit, bah oui, mais on n'a qu'à le faire, en fait, un service qui tourne en arrière-plan. Oui, sauf que ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, parce qu'en fait, il y a énormément de logiciels malveillants dont le fonctionnement consiste à tourner en arrière-plan. Avec ajouter à cela, donc ça, c'est vraiment une contrainte technologique du Bluetooth. Ajouter à cela l'imprécision des données qui sont remontées, et le fait que vous participiez ou pas, ces données-là vont en fait être à un moment donné passées par le filtre qualitatif d'une agence de santé. La question qui se pose, c'est ok, donc quelqu'un va vérifier ces données-là manuellement, sauf que
ça va prendre combien de temps? On va mobiliser combien de gens? Comment est-ce que ça va être géré? Quels sont les délais de mise en place? Oui. Vu qu'on anonymise à fond, on va avoir une déperdition, ce que je disais tout à l'heure, de l'informativité des données collectées. Du coup, en fait, on a pour le coup, ça c'est un des vrais problèmes. Plus on perd de l'informativité des données, moins on peut vérifier. Et donc là, dans les discussions d'implémentation, d'anonymisation qui ont été proposées, des auteurs eux-mêmes le disent, que en fait, oui, la vie privée sera mais respectée, on ne peut pas faire pire que ça, enfin mieux que ça plutôt. Mais en fait, on va perdre une possibilité de vérifier finalement ces données-là. Et donc, on n'aura aucune idée de leur intégrité finalement, de leur véracité. Ajouter à cela Non mais attends, dernier point. Ajouter à cela la stigmatisation de personnes justement contaminées. Ça, vous pouvez le voir à Singapour, il y a déjà des articles là-dessus, etc., qui modifient le comportement. Donc, est-ce que je préfère que j'ai un petit soupçon de ne pas être bien? Bah, plutôt, je vais laisser en fait finalement mon téléphone chez moi quand je vais aller faire les courses. Donc, on a ça aussi, et une appli de ce genre-là ne pourra pas en fait rendre compte des éventuels changements de comportement qui arrivent pour un tas de raisons, et en fait, elle va juste rendre compte parce qu'elle va faire des remontées de données, mais c'est tout. On ne pourra pas expliquer pourquoi. Et là, j'ai fini. Merci. Non, mais c'est toujours assez dense, mais je comprends bien le point qu'il y a probablement une modification des attitudes sociales. Et ce qui est terrible dans ce que tu dis, c'est que quelque part, avoir le Covid, c'est honteux, alors qu'avoir une grippe, on s'en fiche. Donc, c'est intéressant de voir aussi la perception et est-ce que le genre de débat qu'on est en train de créer là ne participe pas à la problématique de la stigmatisation. J'ouvre pas de nouveau débat parce que je le mets à l'ordre du jour d'une prochaine cyberconf, mais je sens là qu'on a peut-être un sujet. Je voulais peut-être alors Anne fait des allers-retours entre Paris et Amman, mais je sais qu'elle n'est pas loin de nous au téléphone et je lui donnerai un dernier mot, mais j'aurais souhaité redonner la parole à Eric sur un sujet très très politique, une question qui nous est posée. Est-ce que le contexte social que nous avons depuis un certain nombre de mois désormais ne pose pas des difficultés particulières à la gestion de la crise? Moi, je vais retenir le positif de ce qui se passe, pardon, de trouver du positif dans ce qui se passe depuis quelques semaines, mais si on m'avait dit qu'on était capable de connecter 1 million de jeunes étudiants bretons à des cours, alors on fait dans le débat de est-ce que c'est le même niveau de cours, est-ce que tout le monde a le droit ou pas, il y a à peu près 60 000 élèves qui étaient traités de manière différenciée, mais honnêtement, quand on avait un regard sur ce qu'était le monde de l'éducation nationale et ce qu'on pouvait imaginer qu'en l'espace de 48 heures, on assurait la continuité, non pas des soins, mais l'éducation, parce qu'on avait décidé le vendredi qu'on fermerait les écoles le lundi. Bon. Ensuite, il y a une vraie discipline de la part des Français, des Gaulois, je suis en Bretagne, qu'il faut pouvoir observer. Elle ne se dément pas sur la capacité à respecter le confinement. J'entends l'impatience qui est de voir quand est-ce que ça se termine. J'entendais ce que disait Réna à l'instant. On peut discuter des libertés individuelles. Très honnêtement, aujourd'hui, sans application, nos libertés individuelles n'ont jamais été aussi, entre guillemets, encadrées en temps de paix qu'on l'aura jamais connu. Et la seule perspective qui soit de reconquérir des libertés individuelles, c'est celle du déconfinement. Donc, je ne suis pas persuadé que l'utilisation d'une application soit, parce que ce sera l'utilisation d'une application, quelque chose qui altère nos libertés individuelles. Au contraire, je pense que c'est, on prend les précautions que je donnais tout à l'heure, si elles font la démonstration, si l'outil fait la démonstration que c'est une valeur ajoutée sur le déconfinement et sur la lutte sur le seul plan sanitaire de cette pandémie, alors c'est un outil qu'il faut envisager. Je veux juste redire encore une fois que il est encore permis de penser, de mobiliser des ressources pour développer une application qui peut-être sera pas déployée. Mais posons-nous la question de savoir, je le redis, parce que je pense qu'il faut le marteler,
Ceux qui nous reprocheront aujourd'hui de simplement réfléchir, mettre des talents autour de la table, une centaine d'entre eux, pour travailler à une solution souveraine, sont les premiers à nous reprocher, si on ne le faisait pas, que cette application ne soit pas disponible et qu'on soit obligé de l'acheter chez les Américains, les Israéliens ou les Chinois pour accompagner au mieux. Si, encore une fois, on fait la démonstration que sanitairement parlant, c'est une valeur ajoutée. Le contexte social, il n'est pas en soi plus bloquant que ça aujourd'hui pour évoquer ça. Le contexte social, moi, je suis plus alarmé j'allais dire, de l'autre fake news, des gens qui achètent de la cybercriminalité qui augmente avec des faux sites qui livreront jamais de masque mais qui prennent des commandes, avec des gens qui utilisent la sensibilité qu'ont les uns et les autres à ce sujet pour tomber dans les panneaux, les vieux panneaux qui sont recyclés, du crypto-porno et de ceci et de cela. Ça continue. Et puis sur la partie fake news, je veux dire, quand on imagine qu'il y a, selon un sondage, alors c'est pas tout à fait un sondage, mais 25% des Français qui disent que s'il y avait un vaccin contre le Covid-19, ils l'utiliseraient pas, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète non pas que eux veulent pas se vacciner, ça m'inquiète que eux ne veulent pas se vacciner et protéger les autres. Et c'était aussi un des marqueurs de notre pays, sous l'influence des fake news et autres. Et donc ça n'a pas changé. C'est-à-dire, on est tous confinés, on a peut-être une vision un peu déformée de ce qu'est la société aujourd'hui au travers des nouveaux rythmes que nous avons engagés, mais la société n'a pas tant que ça changé. Et je suis plutôt très inquiet des fake news qui circulent autour du Covid, des traitements, etc. Enfin, il y a qu'à voir la passion avec laquelle les gens se sont saisis et sont devenus des spécialistes de la chloroquine ou de la chlorophylle en l'espace de quelques jours. Des lampes thérapiques à version magique, des huiles essentielles qui vous font des barrières du Covid. C'est ça le sujet. Enfin, et le sujet que l'on va devoir traiter d'un point de vue politique, majorité comme opposition demain, l'état du pays dans lequel on sortira de cet épisode, c'est certainement très renforcé des très belles expériences, des makers, des Fab Labs, des solidarités nouvelles qui se sont mises en place, de l'État qui a su se mobiliser, moi je veux insister, des collectivités, etc. Enfin, on est le pays le plus à l'arrêt d'Europe. Enfin, ça, on a tendance à l'oublier. Certains font des procès en disant mais vous voulez relancer le 11 mars pour que les gens travaillent, etc. Tout ce qui a été fait en France, si vous comparez à ce qui s'est passé dans les autres pays européens, est beaucoup plus protecteur que n'importe quel autre pays. Donc on ne peut pas faire le procès à cette majorité, au gouvernement en particulier, d'avoir mis le niveau sanitaire derrière. Donc ça, personne aujourd'hui ne conteste ça, à part ceux qui veulent le faire, mais ils en sont pour leurs frais. On a pris des précautions plus que n'importe quel autre pays. Mais on ne pourra pas rester dans cet état longtemps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'argent magique. Et même si le président de la République a dit quoi qu'il en coûte, on sortira de cette crise, le quoi qu'il en coûte, il reste avec des principes économiques qui sont intangibles et qui font que même si effectivement on sera peut-être à 9% de déficit, enfin moins 9% de croissance et donc de décroissance plutôt que 3% de croissance, il va falloir faire avec. Ça rend pas l'argent plus disponible. Mais moi, je veux retenir par rapport à la question que posait Sébastien, le formidable, et comme Anne est revenue et qu'elle va peut-être de nouveau disparaître, je vais m'arrêter là pour qu'elle puisse avoir l'opportunité de parler. Mais je veux retenir plutôt les aspects strictement positifs de l'état de notre population aujourd'hui, la manière dont elle a réagi. Merci Eric. Effectivement, à mon tour, je voulais passer la parole à Anne qui fait, dont le bilan carbone est quand même limite sur cette conférence avec les allers-retours qu'elle fait. Simplement, on est en train, on a dépassé, mais je pense que c'était utile, annoncer que probablement les sujets seront de la prochaine cyberconf seront la question européenne que tu as abordée, Eric, et qu'on a abordé du bout du doigt. Et je pense qu'il y a un vrai sujet à investiguer. Vous dire également que je me suis permis de poser des questions directement aux participants que je remercie et j'ai posé 2 questions. Les exposés sont-ils soit assez pédagogiques, soit trop techniques et on est à 90% de assez pédagogiques, donc merci de votre clarté. Pour Eric, j'ai posé la question de savoir si je préfère transmettre mes données à l'État ou aux GAFAM et clairement c'est à l'État, donc ça semble aller dans le sens que tu évoquais. Je ne peux pas poser les questions d'Aurélie, de Paul qui mériteraient d'être posées, mais je pense qu'il faut aussi libérer chacun. La question de l'éthique,
est aussi posée et je me propose de la réinsérer dans la prochaine cyberconf Europe éthique. Je pense que là on a aussi un champ à investiguer et peut-être Anne te donner un mot de la fin pour que tu puisses nous dire ce que tu retiens. Toi qui n'es pas experte finalement du numérique, j'ai commencé en vous voyant et je finis en te tutoyant, je suis vraiment navré, mais c'est la proximité du numérique. Que penses-tu de ce que tu as entendu? Je te mets en haut-parleur parce que j'ai fait un vrai pont téléphonique et te proposer un mot de la fin. C'est gentil. Désolée vraiment encore, là, vous voyez la galère que c'est d'être confiné, une expatriée confinée. C'est l'extase. Non, moi j'ai trouvé très intéressant parce que moi aussi j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en effet, je le répète, hein, on n'a pas la science infuse et on n'a pas réponse à tout et je suis loin d'être une experte notamment sur les sujets cyber et numériques. J'ai apprécié vraiment toutes les interventions. Maintenant, je voyais un peu, j'ai vu très peu les commentaires parce que bon, ma connexion est tellement mauvaise que ça n'arrêtait pas de déconner, il n'y a pas de terme. Juste vraiment, je pense en fait rappeler que en effet, l'idée de cette application, c'est un outil parmi tant d'autres. Voilà. C'est pas l'outil miracle qui fera que le virus sera stoppé, mais c'est un outil qui va nous permettre, je le répète, notamment de cartographier les cas et de cibler les personnes. Ce n'est pas du tracking, hein, c'est vraiment du traçage, c'est du civisme. Hein, je pense voilà, il faut que les gens se rendent compte qu'on est sur un sujet de santé publique. C'est comme quand on avait le débat sur la vaccination, où on dit aux gens, se vacciner, c'est penser aux autres, c'est protéger, c'est se protéger soi-même, mais c'est protéger les autres. Là, c'est pareil. Cette application, au-delà de tout ce qu'elle pourra, en effet, mettre comme débat, et Dieu sait s'il y en a, c'est vraiment du civisme. C'est tout faire, en tout cas, pour mettre toutes les gens de l'autre côté, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes infectées jusqu'à l'arrivée, on l'espère, d'un vaccin rapidement, mais voilà, de dire que si en tout cas les gens se connectent à cette application, si elle est mise en place, ça nous permettra de cartographier et d'avoir des signalements. Et Reina le disait, il faudrait 60% de personnes connectées, tout comme pour immuniser la population, il faut 60% de gens qui sont immunisés pour stopper le virus. Voilà, on se retrouve sur des données finalement, du données des numériques à des données sanitaires. On a des liens qui sont faits et voilà. Donc, mais néanmoins jusqu'à maintenant, voilà, moi je dis à tout le monde. Protégez-vous, restez chez vous au maximum s'il vous plaît, et puis les gestes barrières, et puis pensez, voilà, vous voyez, moi je suis loin, je suis confinée, en plus c'est un confinement total qu'on a, et puis bon, je pense que des débats comme ça fait du bien, ça nous permet aussi de discuter entre nous, d'échanger, et puis si on n'a pas répondu à des questions, je pense que Sébastien, tu nous feras passer, et on répondra avec grand plaisir sur LinkedIn ou par d'autres biais, il n'y a aucun problème. Merci Anne. Non, compte tenu des questions qu'il reste, je pense que je vais vous envoyer un mémo à chacun, ce qui à rendre dans 3 heures. Non, très sincèrement, merci d'abord à vous d'avoir participé. Il s'agissait de mon premier live et donc de voir la richesse de vos interventions, c'est hyper intéressant et inspirant pour les différents épisodes parce que je vais essayer de proposer une série. Je proposerai un replay, j'essaie de traiter toutes les questions. J'ai encore un peu de travail grâce à vous et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci à tout beaucoup, le monde. Sébastien. Tchuss. Tchuss, restez chez vous. Ouais, restez chez vous. Salut Eric. Ciao.